Chers amis, j'aurais vraiment aimé être parmi vous pour cette conférence de la délégation sénatoriale à l'outre-mer consacrée aux régions ultrapériphériques, mais malheureusement, à la même date, je me trouve à Aruba pour le forum sur le forum des pays et territoires d'outre-mer, et je n'ai pas le don d'ubiquité, je n'ai pas d'hologramme non plus, ce qui m'empêche d'être avec vous. Mais j'ai voulu donner très simplement mon sentiment à la fois sur le bilan qu'on peut faire des politiques de l'Union européenne à l'égard des régions ultrapériphériques, et puis aussi des perspectives que l'on peut envisager pour l'avenir. Ce bilan est contrasté. Il y a eu et il est lié d'ailleurs à la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne aujourd'hui. Nous avons eu une première grande période qui fut celle du rattrapage des retards, à un moment où l'Europe était dans une dynamique positive, était en situation de croissance et où l'intégration allait plus en avant. Et nous avons, je crois, pendant cette période, pu obtenir des avancées significatives. Et puis, nous avons obtenu au moment de la négociation constitutionnelle l'inscription dans le traité de Lisbonne, de l'article 349 qui permet la reconnaissance de nos régions ultra-périphériques, de ce statut d'ultra-périphéricité, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, et tout le combat qui a été le nôtre, ceux des acteurs locaux, je pense aux présidents de région en particulier, ceux des acteurs professionnels et ceux des acteurs ici en Europe, des députés européens en particulier, a été de faire en sorte que cet article soit véritablement mis en œuvre. Et nous attendions avec intérêt, avec impatience, qu'une jurisprudence de la Cour de justice et des communautés européennes fixe les contours finalement de cet article, détermine véritablement son champ d'application, tranche les débats de doctrine qui étaient en cours, et cet arrêt, vous le savez, il est intervenu, et nous savons aujourd'hui ce qu'il est possible de faire dans le cadre de l'article 349, et aussi la Cour précise, notamment dans ses conclusions, les limites pour son application. Je veux vous dire que je travaille actuellement à l'élaboration d'un rapport pour le Parlement européen qui sera mis au vote, je pense, au mois d'avril ou au mai prochain, sur la mise en œuvre de l'article 349. Et j'attends vraiment la plus grande participation des parlementaires nationaux, de votre délégation sénatoriale bien évidemment, des acteurs économiques, des élus dans l'ensemble des régions d'outre-mer pour l'élaboration de ce rapport qui va bien sûr faire un constat de la mise en œuvre de cet article, mais qui va aussi tenter d'ouvrir un certain nombre de possibilités pour l'avenir. Il m'a été demandé d'intervenir sur la question de la politique commerciale à l'égard des RUP. Je veux dire d'emblée que cette question ne peut pas être séparée de l'orientation des politiques générales de l'Union européenne, et en particulier de la politique générale que poursuit l'Union européenne. Et nous en subissons en définitive la conséquence, malgré nos particularités, malgré notre article 349. Il est important que de le dire, parce que nous ne devons pas mener le combat seulement dans un champ rétréci, mais cela oblige que le combat soit porté aussi à un autre niveau dans la contestation de l'orientation
qui est celle aujourd'hui de l'Union européenne, qui fait de l'Union européenne sans doute la puissance aujourd'hui la plus naïve du monde, qui démantèle toutes les barrières douanières et tarifaires, qui poursuit envers et contre tout cet objectif d'un grand marché mondial, qui finalement a mis au cœur de son action un certain nombre de dogmes, qui est celui en particulier du libre-échangisme, si on peut parler comme ça, mondial. Et cela est très préjudiciable, mais il est vrai que depuis le Brexit, depuis l'arrivée aussi de Donald Trump au pouvoir, depuis toute la contestation qu'il y a eu par rapport au TAFTA et aussi au CETA, compte tenu de ce qui s'est passé en Wallonie, il y a aujourd'hui un vrai débat en Europe sur ce que doit être la future politique commerciale de l'Union européenne, et j'espère que des tempéraments y seront mis pour qu'enfin l'Union européenne pense à protéger ses productions et à protéger ses emplois. Mais pour ce qui est de la politique actuelle, il est très difficile pour nous de faire accepter, de faire comprendre au commissaire européen, et en particulier à la commissaire Malmström, qui, vous le savez, a des compétences exorbitantes en matière de négociation des accords de libre-échange, de faire comprendre que nos particularités doivent être reconnues et que des dérogations soient introduites dans les accords à l'avantage de notre secteur productif. Mais les batailles sont assurément perdues si les combats ne sont pas menés. Et nous avons deux exemples qui montrent que lorsque il y a une véritable volonté, une détermination politique, lorsque nous sommes capables de nous unir, lorsqu'avec méthode nous savons agir auprès de la Commission européenne et des États membres, alors, sans remettre en cause de manière très conséquente les orientations, il nous est quand même possible d'enregistrer des avancées. Vous savez que la Commission européenne multiplie les accords de libre-échange et nombre d'entre eux concernent nos productions. Le dernier en date, c'est l'accord Colombie-Pérou-Équateur concernant notamment la banane. Et nous avons réussi, j'ai réussi avec mon collègue Gabriel Matot à organiser des forces au Parlement européen pour que dans l'accord il y ait de véritables clauses de sauvegarde opérationnelles qui protègent davantage la banane communautaire. Car vous savez que jusqu'à maintenant, le déclenchement des clauses de sauvegarde était laissé à la discrétion de la Commission et de fait, elle n'était jamais mise en œuvre, jamais opérationnelle. Lorsque nous avons introduit cette proposition dans le débat, tout le monde considérait qu'il nous était impossible de rencontrer la satisfaction par rapport à notre demande, parce que cet accord est un accord politique qui avait une très grande importance pour l'Union européenne et aussi pour l'Équateur, et personne ne voulait qu'à quelques semaines du vote en plénière, que quoi que ce soit ne bouge dans cet accord. Et on nous disait, mais vous pouvez toujours essayer, ce sera du temps perdu. Mais nous avons quand même mené cette bataille, et à une voix près, nous avons obtenu le vote en commission INTA, et nous avons ensuite réussi, ce qui est excessivement rare, à réouvrir un trilogue à 48 heures du vote, et au final à amener la Commission européenne à militer avec nous pour l'introduction des dispositions que l'on demandait dans cet accord, et le Conseil a fini par accepter. Eh bien,
nous avons là un résultat concret qui montre que lorsque nous sommes unis, régions ultra-périphériques, lorsque tous les groupes politiques au Parlement européen nous soutiennent, eh bien, il est possible de se faire entendre auprès de la Commission et de se faire entendre auprès du Conseil européen. Cette bataille, je l'ai menée pour la banane, mais je l'ai menée aussi pour le sucre, car ce qui a été introduit par le Parlement européen et aujourd'hui par l'ensemble des institutions dans cet accord servira de fait de référence pour les futurs accords de libre-échange qui concernent la canne. Nous avions réussi aussi, je sais que Philippe Labro est dans la salle, une bataille un peu désespérée concernant l'accord avec le Vietnam qui lui fragilisait les sucres de la Réunion. Là encore, au dernier moment, nous avons pu introduire un certain nombre de dispositions qui ont permis au final d'écarter le pire. Mais il est clair que cela ne répond pas finalement à la demande qui est la nôtre, c'est-à-dire un changement de doctrine au niveau de la Commission européenne et une intégration a priori de nos intérêts et en définitive une intégration une mise en œuvre de l'article 349 du traité. C'est tout le combat qui est devant nous, c'est toutes les discussions que nous avons actuellement avec la Commission européenne. Cette question sera au cœur de mon rapport sur l'article 349 que je suis en train d'élaborer actuellement, et j'espère et je demande à l'ensemble des acteurs de mettre cette question des accords commerciaux au centre des interventions lors du Forum des RUP qui se tiendra à Bruxelles au mois de mars prochain. Parce que se joue à travers ces accords le maintien, la survie des quelques piliers, ils ne sont pas très nombreux, de nos productions dans les régions ultrapériphériques, françaises en particulier, aux Antilles et à La Réunion. Et ce combat, non seulement nous devons le mener, mais nous sommes condamnés à le gagner.